L'homme avait inventé le langage. Il avait dès lors disposé d'un avantage décisif pour son évolution. Mais le langage des mots était impuissant à décrire objectivement l'ordre de la nature. Pour cela, il fallait user de symboles dont les géomètres, les analystes, les algébristes et les logiciens avaient le secret. Armés de ce nouveau langage, les physiciens transposaient leurs expériences du monde et de son harmonie en un catalogue de relations mathématiques. Les connaissances qui transpiraient des laboratoires permettaient à ceux qui s'en saisissaient de se rapprocher rapidement des maîtres du monde. Mais elles leur imposaient en revanche de ne plus croire qu'en leurs calculs. Au début du siècle, on commença à appliquer les formalismes mathématiques aux électrons. The electron owes its practical utility to its smallness. It's like the Faraday Shakespeare, say my use is great because I am so small. Juste à la fin du XIXe siècle, l'électron fut découvert. On attribue à la paternité de cette découverte à l'anglais Thomson. Mais d'autres chercheurs étaient arrivés au même résultat. Et l'électron devint donc une réalité. Un physicien, Druda, établit que la plupart des bons conducteurs, tels que le cuivre, l'or, l'argent, possèdent des électrons libres, qui peuvent se déplacer dans le métal comme les molécules se déplacent dans un gaz. Et il développa une théorie qui s'appuyait sur les travaux de Maxwell et Boltzmann concernant la théorie des gaz. Certains points étaient satisfaisants, d'autres non. Et tout ça restait mystérieux. On était persuadé que cette théorie avait du bon, mais on était incapable de comprendre d'où provenaient les divergences entre l'expérience et la théorie. Il fallut attendre la mécanique quantique. Entre-temps, on continuait à utiliser les métaux et les semi-conducteurs sans les comprendre totalement. L'apport déterminant eut lieu dans les années 20, quand Louis de Broglie suggéra que les électrons se comportaient comme des ondes et qu'on devrait étudier leur comportement sur la base de cette hypothèse. Einstein fut mis au courant et proposa à Schrödinger de développer une théorie ondulatoire de l'électron. Ce fut un succès. Cette approche, ainsi qu'une autre développée par Heisenberg, conduisirent à l'élaboration en 1926 de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique. Hans Bethe appliqua alors cette nouvelle mécanique à l'ancienne théorie des métaux de Drude. Et immédiatement, il réalisa que les plus grands problèmes de la théorie de Drude se résolvaient. Désormais, on pouvait tout comprendre. Et les années 30 furent consacrées à l'application de la mécanique quantique à la théorie des électrons dans les solides. Les équations des physiciens avaient commencé à transformer le monde industriel, créant aux côtés de l'industrie lourde un monde allégé fonctionnant par la gestion des électrons et de l'onde électromagnétique. À la vitesse de la lumière, les nouvelles purent être portées d'un bout à l'autre de la planète, là où il y avait des ressources ou des marchés à conquérir. Les électrons s'affichèrent sur le fond des tubes cathodiques qui devinrent les écrans sur lesquels la vie moderne apparaissait au regard des hommes. Ceux qui maîtrisaient les flux d'électrons prirent le contrôle du monde. Sur le nouveau continent où tout ceci allait prendre corps, les esprits rationnels avaient de l'avance. Les ingénieurs avaient déjà repensé l'organisation du travail. La gestion optimisée de la production commençait à prendre des proportions spectaculaires. Elle permettait en tout cas
de tirer le meilleur rendement des machines et des hommes, ce qui était indispensable pour affronter la concurrence commerciale. Les administrateurs, qui par la science projetaient de tout prévoir et de tout contrôler de la vie des hommes, n'avaient pas vu venir la crise de 1929. Déroutés par les ravages qui frappaient l'Amérique, ils conçurent alors une nouvelle stratégie. En 1934, Warren Weaver, le directeur des sciences de la nature de la Fondation Rockefeller, avait ainsi écrit « L'homme peut-il acquérir un contrôle rationnel de son pouvoir ? Pouvons-nous développer une génétique si sûre et si complète que nous puissions espérer produire dans le futur des hommes supérieurs ? Pouvons-nous libérer la psychologie de sa confusion et de son inefficacité présente et la transformer en un outil que chaque homme pourrait utiliser dans sa vie de tous les jours ? L'homme peut-il acquérir suffisamment de connaissances de ses propres processus vitaux pour rendre sa conduite rationnelle ? Pouvons-nous, en bref, créer une nouvelle science de l'homme ? La Fondation avait ensuite distribué 25 millions de dollars aux laboratoires qui, en Europe et aux États-Unis, poursuivaient cette ambition eugénique. The Rockefeller Foundation, which had been the major patron of physics in the United States in the 1920s, La Fondation Rockefeller, qui pendant les années 20 avait été le principal sponsor de la physique aux États-Unis, réorienta dans les années 30 ses programmes et délaissa la physique fondamentale et la formation des physiciens. La raison en était que la physique semblait incapable de résoudre les problèmes issus de la Grande Dépression et de la montée des dictatures. Warren Weaver, qui était le principal responsable du programme Rockefeller pour les sciences fondamentales pendant les années 30, pensait que le grand défi de la science était de comprendre la biologie de l'homme et sa psychologie. Après la révolution soviétique, la crise américaine, la venue au pouvoir d'Hitler, et en dépit des intentions de la Fondation Rockefeller, la psychologie des humains resta dominée par des événements dramatiques qui s'empilaient dans une histoire impossible à apprivoiser. Les physiciens pâtirent un moment de ces chaos de l'histoire, mais rapidement, les meilleurs d'entre eux trouvèrent sur la côte est des États-Unis de magnifiques asiles. Par chance, les fonds nécessaires au futur Institut des études avancées de Princeton avaient été prélevés sur des placements boursiers juste avant le krach de 1929. Einstein, qui s'était vu confier au début des années 30 le premier poste de l'Institut, fut donc rapidement entouré de quelques-uns des meilleurs mathématiciens. Après avoir décrit la réalité du monde par des formules où les mots n'avaient plus leur place, les théoriciens, à l'abri des secousses économiques, s'attaquaient à une nouvelle affaire, l'automatisation du calcul et de la pensée. Le cerveau, le fruit le plus élaboré de l'évolution, devenait dans le calme des instituts scientifiques le créateur d'une évolution qui ressemblait à un pari impossible, extraire l'esprit du corps humain. Il s'agissait en quelque sorte de programmer une intelligence en dehors du vivant. L'Amérique était donc devenue le laboratoire du monde. Non que les scientifiques y furent meilleurs qu'ailleurs, mais leurs facultés se trouvaient démultipliées par la liberté d'entreprendre. Le peintre Fernand Léger, en Voyage, avait décrit ce lieu fascinant et exaltant où jamais on ne regardait en arrière et où l'on n'hésitait pas non plus à tout foutre en l'air. Un lieu fait de vitesse, de mobilité, de calcul, où chaque chose se comptait en secondes et en dollars. Un lieu qui cultivait les paradoxes, à l'image peut-être du destin qui s'accomplissait. Le pays était riche, mais les richesses disparaissaient. La liberté individuelle était sacrée, mais jamais le sacré n'avait été réduit à un dénominateur aussi commun, l'argent. Léger avait bien noté qu'ici on s'attelait à réduire la diversité. À mesure que la raison triomphait, tout devenait identique. Les fruits du progrès prenaient partout la même apparence.